Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief du doc consacré cette fois au documentaire intitulé Le métro de Moscou, un chef-d'œuvre souterrain. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous Josette Bouvard, auteur du livre Le métro de Moscou, la construction d'un mythe soviétique et chercheuse au CERSEC, le Centre d'études des mondes russes caucasiens et Centre européen. Bonjour Josette Bouvard, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est un documentaire fidèle, un documentaire qui correspond au métro de Moscou que vous connaissez? Alors c'est un documentaire assez fidèle, en particulier lorsqu'il feuillette les premières lignes. La première ligne est bien montrée dans le documentaire. C'est surtout le documentaire montre surtout les stations de la Kaltsevaya, ce qu'on appelait à l'époque les palais souterrains du métro de Moscou. Et donc c'est la partie la plus décorée et la partie qui a été la plus critiquée par Khrouchtchev dans les années 1955. Donc après, ça a été autre chose. Mais donc, ce qu'il montre surtout, c'est la ligne de ceinture de Moscou, la Kaltsevaya. Et ces très belles stations. Oui. Grâce à ce documentaire, on a pu découvrir justement, comme vous le disiez, des très belles stations, des stations majestueuses. En quelques mots, qu'est-ce qui fait que ce métro de Moscou, aujourd'hui, est l'un des métros les plus connus au monde? C'est essentiellement par l'architecture, bien entendu. Cette architecture qui a été initiée au début des années 30. Ça n'a pas toujours été le cas. Les premières stations, les premiers projets des années 1920 élaborés par la section du métro du MGD, c'est-à-dire du chemin de fer de Moscou, ces stations étaient très modernes. Elles étaient très inspirées par le métro de Berlin, auquel avaient travaillé certains ingénieurs qui avaient fait leur classe avant la Révolution russe, et par le métro parisien, le professeur Rozanov, qui avait émigré en 1905 à la suite de la Révolution et qui est revenu en 1917 en Russie soviétique. Donc il a travaillé, lui, comme ingénieur au métro parisien. Une construction au début du XXe siècle, vous le disiez, inspirée de plusieurs métros existants. Européens. On en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, le projet se forme? Pourquoi Moscou a besoin d'un métro au début du XXe siècle? Parce que la ville se développait assez rapidement. Il y avait énormément de paysans qui arrivaient des campagnes pour trouver du travail. Et les seuls moyens de transport étaient les tramways surchargés, qui étaient l'objet de revues satiriques, en particulier d'Ilf et Petrov. Donc, si vous voulez, c'est à un certain moment donné, on a, dès 1902, commencé à parler de métro, puisqu'on parlait des métros dans les grandes capitales. On a commencé à étudier les métros des grandes capitales, les métros existants. Et en 1931, le Parti communiste a décidé, donc le comité du parti et le Mossoviet, c'est-à-dire la mairie de Moscou, ont décidé de créer un métro dans la mesure où la question du métro a été récurrente pendant toutes les années 20. Mais si vous vous souvenez, les années 20 étaient extrêmement difficiles du point de vue matériel, du point de vue de l'industrie. Et c'est le premier plan quinquennal qui bouscule un peu les choses. Et on se dit, avec les nouvelles usines des environs de Moscou, il faut construire un métro. Il faut amener les gens. Et le centre-ville était absolument surchargé. Et les gens, il y avait des grappes de gens à l'extérieur des métros, des tramways de Moscou. Donc voilà, donc il était absolument indispensable de construire un métro. Et en 1918, Moscou devient capitale. Donc c'est le métro, le métropolitain, c'est la métropolis, c'est la capitale et c'est une grande capitale. Est-ce qu'à l'époque, le projet, dès le départ, est de faire un métro majestueux avec de sublimes stations? Non, pas immédiatement. Dans la résolution de 1931, de juillet 1931, il est question d'un transport rapide et bon marché des travailleurs.
de Moscou, des prolétaires de Moscou. Donc, on ne parle pas de métro magnifique, on parle d'un métro plutôt fonctionnel et surtout en petite profondeur. Tous les projets qui sont faits par l'organisme qui va construire le métro Stroï, qui est créé en septembre 1931. Donc, cet organisme va élaborer ce qu'il connaissait déjà, c'est-à-dire le métro parisien, c'est métro en petite profondeur, en voûte fermée, et le métro berlinois en tranchée ouverte et recouverte. Qui et comment, justement, on décide de faire de ce métro moscovite celui qu'on connaît aujourd'hui avec de magnifiques stations? C'est très progressif dans les années 30. C'est aussi lié au changement et à la réapparition de grands architectes formés à l'école néoclassique, Rome, il faisait le voyage à Rome, le voyage à Athènes, Joltowski, Fomin, Iofane, le jeune Iofane, qui passe plusieurs années de sa vie en Italie. Et ces gens sont formés à l'architecture néoclassique. Et le bureau d'études du métro élabore d'abord des stations relativement modernes. Mais on intègre dans ces constructions de métro de jeunes architectes formés à l'école néoclassique des ateliers du Mosssoviet, c'est-à-dire de la mairie de Moscou. Et donc ces jeunes vont s'enthousiasmer et surtout on va prendre le comité du parti de Moscou et la mairie de Moscou, avalisés évidemment par les plus hautes autorités de l'époque, les bureaux politiques. Donc ils vont prendre des décisions qui vont être de faire du métro, de faire de chaque station, donc 30, 32, 33, chaque station doit être différente. Et pourquoi différente? Parce qu'on s'est aperçu que les métros londoniens, parisiens, toutes les stations se ressemblaient. Donc on a décidé de prendre le contre-pied de ce qui avait été fait et on a décidé en 1933, à partir du moment où s'est créé cet organisme qui s'appelle Artplan, c'est-à-dire l'organisme de la commission d'architecture et de planification auprès du Mosssoviet, on a décidé donc de créer des stations toutes différentes et d'utiliser des matériaux nobles. Joltowski, les conseillers de l'Artplan, qui connaissaient très bien les palais romains, le marbre, l'utilisation du marbre. On va parler du marbre, justement. Oui. On va regarder d'abord un petit extrait de ce documentaire, Le métro de Moscou, un chef-d'œuvre souterrain. Oui. On revient juste après avec vous, Josette Bouvard, et on va parler des matériaux qui constituent le métro moscovite. Le métro de Moscou est l'un des plus impressionnants du monde. Chaque jour, il transporte 9 millions de passagers. Vous pouvez imaginer ça ? Le métro de Moscou a ouvert en 1935 et, à part un seul jour durant lequel il s'est arrêté lors de la Grande Guerre patriotique, il n'a cessé de fonctionner depuis. La construction du métro de Moscou a commencé avec la ligne rouge. Elle comptait alors 13 stations et s'étendait sur 11 km. Le métro de Moscou a grandi et est devenu avec le temps le plus grand d'Europe. Aujourd'hui, il dépasse les 400 km et se compose de 14 lignes desservant 278 stations. Il devrait encore s'élargir jusqu'en 2024. Josette Bouvard, on parlait à l'instant des matériaux qui étaient utilisés dans ce métro de Moscou. Oui. Dans cet extrait, on a vu quelques stations. Vous parliez du marbre. Matériaux nobles, très nobles. Pourquoi utiliser le marbre dans des stations de métro à Moscou? Oui, ce n'était pas évident du tout. Il y a certains architectes rationalistes et fonctionnalistes qui étaient contre le marbre. Et mais il faut dire que les grands architectes
de l'époque étaient des architectes, en particulier Fomin, qui a créé la station Krasnye Varota, étaient pour des architectes de Leningrad, Saint-Pétersbourg, avaient déjà utilisé beaucoup le marbre. Et donc, le marbre a été utilisé parce qu'il était, disent les architectes, facile à nettoyer. Et donc durable, c'est un matériau durable par rapport à d'autres matériaux qui pouvaient... on a utilisé le marblite, on a été obligé de le changer. Donc le marbre était plus solide et surtout distinguait, et c'est ce qui a pu permettre de parler des palais souterrains, puisque le marbre était utilisé dans les églises et dans les palais impériaux à l'époque. Donc on a voulu créer des palais pour les travailleurs, à l'époque, dans les années 30, des palais souterrains pour les travailleurs, pour le transport quotidien. Et c'est ce qui fait l'originalité du métro de Moscou. Et c'est ce qui fait la beauté aussi du métro de Moscou. C'est cette utilisation de marbre qui vient de toutes les régions de Russie à l'époque. Je crois que maintenant, on fait venir du marbre de l'extérieur, mais à l'époque, c'est du marbre qui vient du Caucase, qui vient de l'Oural. Ce sont des pierres précieuses qui sont utilisées, comme dans les palais impériaux de Saint-Pétersbourg. On peut dire que c'est un métro impérial. C'est un métro impérial, oui, c'est un métro impérial pour les travailleurs, c'est un métro impérial du quotidien. Et c'est donc le paradoxe de ce métro de Moscou qui est devenu maintenant un monument historique. Et on le visite comme un monument, on le photographie, on le visite comme un monument. Josette Bouvard, vous restez avec nous. On va faire une petite pause dans ce débrief du doc et on revient tout de suite. De retour dans ce débrief du doc consacré au documentaire intitulé Le métro de Moscou, un chef-d'œuvre souterrain. Nous sommes toujours avec Josette Bouvard, auteur du livre Le métro de Moscou, la construction d'un mythe soviétique. Josette Bouvard, on a parlé de beaucoup de choses dans cette première partie. Vous le disiez tout à l'heure, le métro de Moscou a été inauguré en 1935. Oui. Une grande inauguration a été prévue pour l'occasion. Oui. Dans la salle à colonnes du centre de Moscou, avec donc les délégations entraient avec des maquettes du wagon de métro. Des manifestations ont eu lieu. Le sigle du métro de Moscou illuminait jusqu'au théâtre Bolchoï. Donc il y avait du métro partout. Et la salle était donc tout le politburo au grand complet, avec le responsable du métro-Stroï, les responsables ingénieurs du métro-Stroï aussi sur la scène. Et dans la salle se trouvaient les constructeurs du métro de Moscou, et tous les étrangers qui avaient participé, les experts étrangers en particulier, qui avaient participé en 1932 à l'élaboration qui avaient donné leur avis sur la profondeur de creusement du métro de Moscou. Qu'est-ce que ça représentait, ce métro de Moscou, à l'époque, en 1935, l'arrivée d'un métro dans la capitale, Moscou? Ça a été formidable. Ça a été formidable. Les gens s'agrippaient, on voit la séance d'inauguration, les gens s'agrippaient au tramway. Ça a été quelque chose, mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et on voit sur certaines photos d'archives les visages émerveillés des gens qui essayent de voir à travers les pavillons l'intérieur du métro. Et donc, le métro a commencé à fonctionner pour les hôtes de marque, les travailleurs de choc, les colcosiens de choc et les gens du 7e congrès des soviets qui ont circulé dans les premiers métros au mois de mars 1935, ainsi que des étrangers de marque qui ont pris le métro dès mars 1935. Il a ouvert le 15 mai 1935 au public.
Et le premier, qui était un vieil homme, M. Latitchev, a montré très fièrement devant les caméras de l'époque son billet de métro en disant qu'il était très fier et que pour rien au monde, il le vendrait aux Américains qui collectionnaient les billets de métro. Alors justement, le métro de Moscou n'était pas forcément le premier à voir le jour au monde. Oui. Beaucoup de métros ont vu le jour avant, notamment à Londres, à Chicago, à New York, oui. à Paris. Quelles ont été, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelles ont été les influences étrangères pour construire ce métro de Moscou? Alors, on a utilisé des méthodes combinées à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes berlinoises, entranchées, ouvertes, en général sur les lignes terminales, Sokolniki par exemple, Krasnosielskaya et puis Parc Kultury sur les lignes terminales, et en centre-ville, on le creuse en profondeur. Pourquoi en profondeur? Parce qu'on a pensé dès les premiers projets que le métro pouvait servir d'abri en cas de guerre. Et on se souvenait de la Première Guerre mondiale. Donc c'est aussi un métro stratégique dans la mesure où il fallait se protéger contre les bombardements, contre les gaz. Et l'adoption de la grande profondeur s'est faite avec l'importation du premier tunnelier, qui était un tunnelier anglais, puisque la grande profondeur, le Tube, c'était le métro londonien. De nombreuses influences donc étrangères. Étrangères, oui. On va revenir tout de suite. Avant ça, on va regarder un petit extrait ensemble, encore une fois. Ce sont des portes hermétiques. Elles ont été installées en 1941. Pendant la Grande Guerre patriotique, le métro servait d'abri anti-aérien. Il y avait tout là, magasins, salons de coiffure, bibliothèque et même une maternité. Pendant la guerre, plus de 200 bébés sont nés dans le métro. Alors Josette Bouvard, vous nous parliez tout à l'heure, à l'instant, de la Première Guerre, en tout cas, puisque ce métro a été construit entre les deux guerres. Oui. Le but de construire aussi des abris qui ont bien servi pendant cette Deuxième Guerre mondiale, puisque de nombreux moscovites se sont réfugiés dans le métro. À partir de l'invasion nazie en octobre 1941, quand la menace, les troupes nazies étaient à Khimki, on a d'ailleurs donné l'ordre a été donné de faire exploser certaines parties, de démonter des stations de métro, de démonter des escalators. Heureusement, ça n'a pas été fait. Sinon, on n'aurait pas le métro qu'on a encore aujourd'hui. Et donc, il a servi d'abri pendant tout l'automne 1941. Mais dès 1942, lorsque la menace s'est éloignée, le métro a repris son régime habituel, c'est-à-dire 6 heures du matin, 1 heure le soir. Pour parler de la guerre et de ce qui s'est passé partout en Europe, ce métro de Moscou a été un véritable abri pour des milliers de moscovites. On le voyait tout à l'heure, des enfants sont même nés dans ce métro. Et la station Mayakovskaya qu'on voit est célèbre parce que c'est une station profonde et c'est une des plus belles stations du métro de Moscou. On le voit ici, c'est une station extrêmement moderne avec ses pylônes qui sont revêtus de marbre précieux et d'acier inoxydable. Voilà, donc cette station qui a servi d'abri est une des plus belles stations. Et c'est dans cette station... C'est celle qu'on voit derrière vous, justement. Oui. Ça, c'est la station Komsomolskaya de Choussiev, c'est-à-dire un architecte qui est mort en 1946, qui a élaboré ce projet, et c'est du baroque moscovite. C'est les palais du baroque moscovite. Il avait décoré dans le même, en 1912, il avait décoré la gare de Kazan dans le même style. Donc il est resté fidèle à ce style très somptueux de décoration. Les mosaïques ont été réalisées d'après des dessins de Pavel Korine, qui était un peintre d'icônes au départ, et de
Paler. De nombreux artistes donc, ont De participé nombreux artistes ont participé. à la construction de ce métro. On a vu l'aspect historique des choses dans la construction de ce métro. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce métro nous dit de Moscou? Qu'est-ce que ce métro nous dit de la Russie en général? Le métro historique. Oui. Oui, il nous dit que tous les partis pris des années 30 se sont perpétués avec une interruption dans fin des années 50, les années khrouchtcheviennes, mais se sont perpétués, c'est-à-dire l'éclairage indirect. On le voit dans certaines stations. Les carnises, les bordures éclairent les voûtes de façon indirecte. Et ça, c'est une des grandes... Et des globes aussi qui viennent éclairer les stations. Des appliques globes qui éclairent les stations. Et ça, c'est très inspiré par les paquebots de l'époque. Il faut dire que les architectes ont fait des voyages d'études dans les métros et ils ont pris le meilleur de ce qu'ils avaient vu. Et donc, en particulier, les éclairages ont fait école non seulement dans le métro de Moscou, mais dans le métro parisien. Si vous avez remarqué, les néons qu'on avait, ces néons jaunes, ont été masqués de manière à ce qu'on ait un éclairage plus doux Et ça, c'est l'apport, je dirais, national et mondial du métro de Moscou. Cet éclairage indirect de certaines voûtes qu'on a dans le métro. Là, on a les lustres. Alors là, c'est la dernière période du métro de Moscou avec des lustres magnifiques, les lustres des palais. Les lustres des palais. Mais ce qui reste, c'est la station, par exemple, Kirovskaya, qui est une station où l'éclairage se fait par la voûte, ou bien la station Krapotinskaya de Douchkine, où l'éclairage se fait par les pylônes qui sont éclairés de l'intérieur. Donc on ne voit pas les éclairages. Et ça, c'est une des grandes, des grands apports du métro de Moscou. Le marbre et les éclairages. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, rapidement avant qu'on termine cette émission, les femmes dans le métro. Le documentaire l'aborde. Peu de femmes se conduisent des métros. Elles ont le droit depuis pas très longtemps. On va regarder un extrait et on revient après pour le commenter. Oui. Certains trains sont conduits par des femmes. Dans le métro de Moscou, elles ne sont que 12. Le fait est que dans les années 80, en URSS, la profession de conducteur de train était considérée comme dangereuse et interdite aux femmes. Il y a 6 mois, elles ont à nouveau été autorisées à conduire les trains. Faisons connaissance avec l'une d'elles. Bonjour. Bonjour. Qu'êtes-vous en train de faire? Je suis en train d'inspecter le matériel roulant avant de le mettre sur sa ligne. Il est interdit de mettre sur sa ligne un train qui aurait des défauts de fonctionnement. Vous êtes l'une des premières femmes autorisées à conduire une rame de métro. C'est vrai. J'ai travaillé comme sous-chef d'une station de métro. Mon mari est conducteur, donc j'avais un exemple à suivre. Et lorsqu'on a annoncé un concours pour un premier groupe de femmes, afin de les former en tant que conductrices de train, je n'ai pas hésité une seconde. Le reste du personnel sont des hommes. Qu'en pensez-vous? Au début, tout le monde était surpris et quelque peu méfiant, parce que c'est inhabituel. Des femmes conduisant des trams, c'est quelque chose d'ordinaire, on en voit tous les jours dans les rues. Personne ne trouve cela curieux. Mais des femmes qui conduisent un matériel roulant qui pèse plusieurs tonnes, ça paraît extraordinaire. Mais je peux toujours compter sur des coups de main. On ne m'a jamais dit non. Josette Bouvard, les femmes dans le métro, en tout cas qui travaillent dans le métro, sont peu nombreuses et elles ont le droit de conduire des métros depuis pas très longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Ça me surprend un peu parce que pendant la guerre, alors évidemment c'était les temps de guerre, et donc les femmes, non seulement ont construit le métro, elles l'ont construit déjà elles étaient très peu nombreuses dans les années 30 et elles ont demandé à aller au fond parce qu'elles étaient
elles étaient employées au déblaiement des terres. Elles ont remplacé les hommes. Elles ont au remplacé combat. les hommes pendant la guerre et il y a eu des trains féminins pendant la guerre. Donc c'est pas la première femme et la seule femme. Il y a eu des trains entièrement féminins, c'est-à-dire sur les caisses, des conductrices de train. Et je pensais que cette tradition soviétique s'était perpétuée. Donc je suis étonnée de voir qu'il y a eu une espèce d'intervalle entre la période des années 40 et 50 et cette période où justement les femmes... Mais ce dont je me souviens quand j'habitais Moscou, c'est que les femmes réglaient les escalators, par exemple. Elles nettoyaient le métro. C'était des femmes qui nettoyaient le métro. Donc, lorsque le métro s'arrête, c'était des femmes qui nettoyaient le métro. Donc, elles étaient employées dans les années 70, 80, elles étaient employées à des travaux subalternes. Donc, c'est un peu dommage que cette tradition de la guerre se soit perdue et qu'elles aient été remplacées par des hommes comme conducteurs de train. Bon, en tout cas, la mixité semble revenir aujourd'hui. Oui, et c'est une bonne chose. Dans le métro de Moscou, c'est une bonne chose, on est d'accord. Merci Josette Bouvard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro du débrief du doc consacré, je le rappelle, au documentaire intitulé « Le métro de Moscou, un chef-d'œuvre souterrain » que vous pouvez d'ores et déjà voir sur notre site rtfrance.tv. À très vite sur RT France.